Bonjour à tous ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, on va faire court, on va faire bref. Ici, je vais vous expliquer la solution de la grille ACPV appliquée à la Russie, c'est-à-dire l'ensemble des atouts, des contraintes, des potentialités, des vulnérabilités appliquées au cas de la Russie et plus particulièrement dans l'exploitation des ressources énergétiques. Voilà. Eh bien, sans transition, on peut démarrer. Alors, on va rapidement parler des atouts et des contraintes. Les atouts, c'est tout ce qui va pousser la Russie à exploiter les ressources naturelles. Donc, on parle des atouts d'un milieu. Les atouts d'un milieu, c'est les atouts d'un pays, voire même des territoires avoisinants. Bon, parce que la notion de milieu est très, très, très vaste. Alors, tout d'abord, on a une grande quantité de ressources minières et de ressources énergétiques, que ce soit du charbon ou du pétrole et du gaz. La taille du pays est très grande et donc il y a énormément de réserves et d'exploitation de ressources minières. Ça y est, je vous renvoie aux cartes, vous aurez une petite idée. Et il y a une faible densité de population. Bon, quand vous avez un territoire où la densité de population est plutôt faible, eh bien, il est beaucoup plus simple d'exploiter les ressources naturelles que si vous avez un territoire densément peuplé. La raison est toute simple, c'est qu'en général, l'exploitation des ressources naturelles implique des impacts environnementaux. Ça peut être des pollutions locales ou globales, mais ça, on y reviendra. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, ou en tous les cas, si la densité de population est faible, la résistance est moins grande, et donc c'est plus simple. Mais il y a un autre atout, et ça ne concerne pas uniquement la Russie, mais plutôt l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne est très, très, très dépendante des énergies fossiles. Donc l'Union européenne ne fait pas exception. Dans le monde, les énergies fossiles, c'est 80% du bouquet énergétique, c'est-à-dire de l'ensemble des énergies utilisées. Et donc l'Union européenne importe son gaz principalement de Russie. L'Union européenne importe aussi principalement son charbon de Russie et son pétrole aussi. D'accord ? Donc en fait, l'Union européenne est extrêmement dépendante de la production russe de gaz, de charbon et de pétrole. En termes de contraintes, qui dit grand territoire, dit grande distance à parcourir, et donc il faut transporter les éléments sur de très longues distances. Alors ça paraît bête, mais le transport par voie terrestre est le plus polluant, mais aussi le plus coûteux. Le transport par bateau, si vous voulez, par unité de transport, ça coûte quasiment rien, parce qu'on sait transporter de très grands volumes. Mais le transport par voie terrestre, c'est beaucoup plus coûteux. Le territoire est difficile à défendre. Oui, les gars, il y a certaines ressources énergétiques qui sont beaucoup plus proches de Pékin que de Moscou, par exemple. Ça, il faut le savoir. Donc, quand vous avez un très grand territoire avec une population relativement réduite par kilomètre carré, à défendre, c'est compliqué. Ensuite, la population russe est vieillissante et il y a un déficit démographique. Du coup, trouver de la main-d'œuvre, ça devient compliqué. L'économie est peu diversifiée, donc du jour au lendemain, l'économie russe peut se casser la figure. L'économie russe est une économie de rente, donc si à un moment donné les prix du marché s'effondrent, l'activité s'effondre aussi. Et il y a un autre obstacle, une autre contrainte, c'est ce qu'on appelle le permafrost ou le pergélisol, c'est-à-dire c'est un sol qui est continuellement gelé. Voilà, c'est tout pour les atouts et les contraintes. Je vous propose maintenant de passer que je dise pas de bêtises. Je vous propose de passer aux potentialités, aux vulnérabilités, sauf que dans la partie suivante, je vais trier tout ça par composantes. Sans transition, c'est parti. Alors, on va parler maintenant des potentialités, des vulnérabilités. Pour rappel, les potentialités, ce sont les conséquences positives ici de l'exploitation des hydrocarbures et des ressources minières sur l'environnement. Et les vulnérabilités, ce sont les conséquences négatives de l'utilisation des ressources minières et énergétiques sur l'environnement. Bon, au niveau potentialité, on n'en a aucune. Les gars, à l'heure actuelle, l'utilisation d'énergie fossile et l'extraction de ressources fossiles ou de ressources minières sont une catastrophe environnementale. Les maigres inconvénients que ça peut apporter les maigres avantages que ça peut apporter au regard des inconvénients, ça pèse pas lourd. Et donc, si on regarde les vulnérabilités, j'ai été synthétique, mais il y en a trois types. Tout d'abord, on a des pollutions locales, dues à des infrastructures en mauvais état.
Bon, on va pas se mentir, souvent l'objectif de l'exploitation des ressources énergétiques, c'est de faire du bénéfice. Et donc, pour faire des bénéfices, on joue sur les variables d'ajustement. Et les variables d'ajustement, ça peut être tout simplement la maintenance des infrastructures. Donc, en bref, on fait au moins cher, puis si ça se casse la figure, ben tant pis. Alors on a l'aggravation du changement climatique. Les gars, dès que vous brûlez du carburant, ça aggrave le changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Que ce soit du pétrole, du charbon ou du gaz. Qui plus est, si on crame ou si on brûle tout ce qu'il y a sous terre, on est à plus 4, plus 5, plus 6 degrés. Donc là, à ce moment-là, c'est terminé. Donc bref, ce serait une catastrophe. Et en plus de ça, il n'y a aucune remise en question. Quand vous avez même si c'est presque de la composante économique, quand vous avez une activité qui rapporte énormément d'argent, quand vous avez donc une activité qui rapporte énormément d'argent, eh bien, il est très difficile, surtout si c'est la seule activité qui apporte des revenus à une population, il est très difficile d'aller à l'encontre de cette activité simplement pour défendre le climat. Surtout s'il n'y a pas d'alternative et si les gens perdent du coup leurs revenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà, c'est à peu près tout pour la composante environnementale. Alors maintenant, on va parler des potentialités de vulnérabilité d'un point de vue économique. Bon, ici, les potentialités sont quand même plus nombreuses, mais il faut quand même être prudent. Donc tout d'abord, le principal argument qui est donné quand on parle d'exploitation d'énergie fossile ou de ressources minières ou de ressources énergétiques quelconques, c'est tout simplement la création d'emplois et la croissance économique. Bon. C'est clairement ce qui est avancé et il faut savoir que les activités dont j'ai parlé, exploitation des ressources énergétiques et des ressources minières, bah, ça provoque tout simplement une croissance économique et donc une croissance du PIB. Donc ce sont les deux grosses potentialités de l'activité. Mais il y a quand même toute une série de vulnérabilités. Alors, je vous avoue que j'ai hésité parce que ce soit l'effondrement des prix à l'exportation, l'effondrement des prix du marché, ça pourrait très bien rentrer dans les contraintes. Mais en fait, je vois plutôt ça comme un cercle vicieux, si vous voulez. Donc vous vous lancez dans l'exploitation des ressources énergétiques, vous augmentez la production, puis paf, du jour au lendemain, votre production contribue à augmenter l'offre mondiale. Alors, si vous avez une offre mondiale qui reste importante et une demande qui faiblit, c'est ce qui s'est passé avec le Covid-19 par exemple, du jour au lendemain, on n'avait plus besoin de pétrole, on n'avait plus besoin de charbon, on n'avait plus besoin de ressources énergétiques. D'ailleurs, le pétrole, on ne savait plus où le stocker au final et on a même eu un prix du baril négatif. Eh bien, vous avez un effondrement des prix du marché. Et donc, voilà, à force de vouloir produire trop sous prétexte de croissance économique, on peut provoquer un effondrement des prix à l'exportation, un effondrement des prix du marché. Donc ça, pour moi, c'est une vulnérabilité, mais si vous voulez, on en discutera par après au cours. Et enfin, l'autre grosse vulnérabilité, tout simplement à long terme, c'est l'épuisement des stocks. Ça, c'est un truc que vous devez jamais perdre de vue. Une ressource énergétique, c'est un stock. Il a une quantité finie. Et quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Et à partir du moment où vous avez des économies occidentales, donc américaines, européennes, mais aussi japonaises et chinoises, qui sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles, baser la croissance économique sur des stocks finis, c'est pas l'idée du siècle. Et là-dessus, on a encore beaucoup de mal. Et donc, il y a une dépendance vis-à-vis des prix du marché. Voilà, c'est tout ce que je peux dire d'un point de vue économique, mais je vous proposerai d'en discuter par après en classe, parce que c'est le genre de grille où il peut y avoir discussion. Eh bien, sans transition, il ne me reste plus qu'à vous parler de la composante sociale. Allez, maintenant on va finir avec les potentialités et vulnérabilités, mais on va s'intéresser à la composante sociale. Bon, le gros enjeu de ce genre d'activité, c'est la réduction des inégalités. Donc il y a déjà la création d'emplois et la création d'activités économiques. Mais il y a autre chose. Il y a aussi la possibilité de transférer une partie des revenus dans des mécanismes de redistribution. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça du chômage, si vous voulez.
Le chômage, c'est tout simplement, ça consiste simplement à verser un salaire à des gens qui ne sont pas occupés par un emploi. Sauf que voilà, ça, c'est quand ça se passe bien. Sauf que si on regarde un peu la réalité, il y a toujours des inégalités très importantes. De plus, ceux qui sont à la tête de cette industrie s'enrichissent beaucoup plus que les populations les plus précaires. Donc les mécanismes de redistribution ne marchent pas tant que ça. D'autant plus qu'il n'y a aucune remise en question du système. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et enfin, il faut savoir que c'est une approche qui est non soutenable à long terme. Je vous l'ai dit, une ressource énergétique ou minière est constituée d'un stock. Quand il est épuisé, il n'y a plus de rentrée financière. S'il n'y a plus de rentrée financière, il n'y a plus de redistribution. Et donc, vous avez une explosion de la pauvreté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la grille ACPV, du moins selon les 3 composantes du développement durable. Je vais vous expliquer maintenant dans une dernière partie en quoi la Russie est vulnérable au changement climatique, mais aussi en quoi elle y contribue. Sans transition, c'est parti. Alors, il y avait un dernier tableau à compléter qui, en fait, on vous demandait simplement en quoi la Russie était vulnérable au changement climatique, mais en quoi elle y contribuait aussi. Eh bien, en fait, la Russie, elle est vraiment prise au piège. Donc, elle a une économie de rente, d'accord, basée sur le commerce et l'exportation des énergies fossiles, charbon et gaz, et pétrole, pardon. Mais elle est aussi, si vous voulez, dépendante de l'exportation de ressources minières. Donc déjà, on a vu que d'un point de vue économique, ce n'était pas 100% safe, parce qu'en cas d'arrêt de la machine mondiale, de la machine économique, vous avez un arrêt des exportations et du coup, vous n'avez plus de rentrée financière, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué si les mécanismes de redistribution sont exclusivement basés sur les revenus de la vente de ces ressources. D'accord ? Donc elle est prise au piège, donc elle est condamnée, si elle veut avoir des rentrées, à vendre ce genre de ressources, à moins de diversifier son économie, mais j'y reviendrai. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où vous produisez des ressources énergétiques, même si vous ne les utilisez pas à proprement parler, vous contribuez au changement climatique. Que vous utilisiez du gaz, du charbon ou du pétrole, vous générez des gaz à effet de serre. Vous allez me dire, niveau des ressources minières, ça va. Non plus, en fait. Parce que si on parle d'énergie, il faut aussi parler d'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie qui est investie pour extraire les ressources minières, et donc du coup, là aussi, les ressources minières sont une énorme source de pollution. Donc la Russie, dans tous les cas, y contribue. Et on pourrait se dire, ok, super, mais est-ce qu'elle est vulnérable? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent, oui, c'est pas grave, le permafrost va fondre, il y aura des nouvelles ressources accessibles, de nouvelles terres agricoles, etc. Bon, on va clarifier les choses tout de suite. Le changement climatique, c'est un bouleversement profond des climats dans le monde. D'accord ? Alors, de ce que je sais et de ce que j'ai entendu sur le sujet, déjà, il faut savoir qu'aucune agriculture ne tient si on a en moyenne 4 degrés de plus. Donc ça veut dire que tous les territoires agricoles de la Russie seront affectés par le changement climatique. Et ça, c'est déjà un gros problème. Jean-Marc Jancovici, par exemple, il explique ça très bien, il expliquera ça beaucoup mieux que moi. Il explique qu'en fait, à l'heure actuelle, les récoltes de blé en Russie, notamment, étaient extrêmement mauvaises. Du coup, la Russie a arrêté d'exporter et la baisse des exportations ont provoqué des révoltes, et notamment le printemps arabe, dans les pays qui dépendaient énormément des importations alimentaires. Bon, ça, il faut le savoir quand même. Donc il y a déjà ça. Donc, pour faire court, les territoires agricoles en Russie peuvent être affectés par le changement climatique. Bon. Puis alors, une autre hypothèse, le changement climatique, c'est un problème mondial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que si la situation est chaotique, pour être gentil et poli, si la situation est chaotique dans l'ensemble du monde, ça pourrait quand même aller en Russie. Non, c'est un problème tellement costaud et tellement vaste qu'il affectera l'ensemble des pays dans le monde. Rien qu'en termes de flux migratoires,
la question des réfugiés climatiques va être extrêmement difficile à gérer. Et c'est pas du tout une question raciste ou protectionniste ou ce que vous voulez. Je ne suis pas pour une fermeture des frontières, je ne suis pas pour bunkériser l'Europe, pas du tout. La gestion des frontières peut être quelque chose de pertinent. Parce que souvent, quand on parle de gestion des frontières, si vous voulez, les gens pensent extrême droite avec des murs de part et d'autre de la frontière, des barbelés, on tire à vue. C'est une façon de gérer les frontières, c'est une façon d'avoir des frontières. Une autre façon, ce serait de dire, ok, vous entrez, vous enregistrez chez nous, et puis on vous accueille correctement comme il faut, etc. Je vais prendre une comparaison suivante, vous allez comprendre. Dans les hôtels extrêmement chics, vous avez parfois, ça existe encore, des mecs avec des chapeaux haute forme qui sont à l'accueil, qui sont en train d'accueillir, qui accueillent les gens. Mais l'entrée, elle est gardée. Mais elle n'est pas gardée par un flic elle n'est pas gardée par un gars qui va vous tirer dessus. Elle est gardée juste par un mec qui va vous accueillir. Et ben, gérer ses frontières, ça peut très bien mettre des personnes pour accueillir les gens. Ça, je voulais le préciser quand même, parce que faut pas laisser la gestion des frontières à l'extrême droite. Il y a plein de façons de gérer des frontières, plein de façons différentes. Il y a des façons extrêmement dures, extrêmement cruelles, extrêmement violentes. Il y a des gestions beaucoup plus... je ne vais pas dire intelligente, je ne trouve pas le mot, mais beaucoup plus, je vais dire positive, mais je ne trouve pas le mot, désolé. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Là, j'ai encore fait des digressions. Je parviens à faire des vidéos maintenant en faisant des digressions, c'est pas possible. Mais donc voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que la Russie sera affectée par le changement climatique, qu'elle le veuille ou non. Même si le climat s'améliore dans certaines régions, il y aura d'autres problèmes dans le monde. Il y aura d'autres problèmes dans le monde qui vont affecter la Russie. De plus, si le système économique mondial s'effondre et que la Russie dépend de ses exportations pour les mécanismes de redistribution, etc., voilà, ça va être compliqué. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a des régions dans le monde qui vont être épargnées par le changement climatique. Nous allons être, dans l'ensemble, affectés. L'inertie fait que... ça, c'est quelque chose de terrifiant, mais il faut le savoir. L'inertie du système climatique fait que entre le moment où les gaz à effet de serre sont émis et le moment où ils ont un effet sur le changement climatique, il faut 40 ans. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a des territoires qui vont être épargnés, ça c'est pas vrai. Enfin, moi c'est l'exemple qu'on prend, c'est les riches qui vont s'acheter des bunkers dans les régions plus froides, moi ça me fait doucement rigoler, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Ça, je vous propose, donc je vais m'arrêter là, ça je vous proposerai d'en rediscuter plus tard, quand on se verra. Eh bien les gars, merci de m'avoir écouté. J'ai peut-être été un peu long, désolé, mais comme vous voyez, il y a des sujets que j'aime bien et je trouve encore le moyen de faire des digressions en vidéo. Désolé. Allez les gars, on se revoit dans la conclusion tout de suite. Voilà, alors je vais terminer cette conclusion. Donc, on a vu que la Russie était un pays qui basait sa croissance économique, qui n'est pas identique pourtant à l'économie américaine. Donc la Russie base sa croissance économique sur l'exploitation des ressources. Alors l'exploitation des ressources, c'est très bien, ça peut générer des revenus. La question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'ils sont redistribués correctement? Est-ce qu'ils sont réinvestis autrement, etc. Et est-ce qu'ils ne sont pas concentrés au sein d'une population de plus en plus réduite? Ça, c'est d'un point de vue économique. Maintenant, d'un point de vue social, si les mécanismes de redistribution ne fonctionnent pas, les inégalités se maintiennent, et alors la question environnementale fait que l'utilisation et la vente d'énergie fossile et de ressources minières n'est absolument pas une activité durable. Si tant est qu'on puisse trouver une activité qui le soit. Mais bon. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai été un peu long dans la vidéo, je pensais la faire plus courte, désolé. C'est à peu près tout ce que vous aurez d'ici les congés. Je vous souhaite à tous de bons congés et on se retrouve à la rentrée éventuellement pour discuter de ce genre de choses. Si vous avez des questions, je serai quand même connecté. Mais voilà. Bref, bon congé à tous, profitez-en pour souffler un peu et on se retrouve à la rentrée si tout va bien. Salut!